Bonjour et bienvenue à cette présentation sur, les opportunités d'emploi internationales au HCR. Encore une fois, pour, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous invite à entrer votre nom et votre nationalité dans la boîte de discussion, à droite. Cette boîte de discussion vous permettra aussi de poser vos questions à la fin de la présentation. Heu, cette présentation coïncide avec, la prochaine publication du recueil, d'offres d'emploi du HCR. Les recueils d'offres d'emploi sont en général publiés vers, le mois de, heu, mars-avril ou septembre-octobre et des centaines d'opportunités, sont proposées pour rejoindre, le HCR et nous aider à construire un avenir meilleur pour les personnes, obligées de fuir leur domicile. Donc tout d'abord, si vous voulez vous en apprendre un petit peu plus sur le HCR, je vous invite à consulter notre canal YouTube. Vous trouverez des vidéos en plusieurs langues qui présentent, notre travail, et le travail de nos collègues engagés auprès des populations déplacées. Et aujourd'hui, nous allons revenir, sur l'action du HCR et sur les possibilités d'entrer dans notre organisation. Donc avant d'aller plus loin dans cette présentation, je voudrais juste clarifier une mention légale, heu, comme quoi cette présentation représente une source d'information pour le public, mais ne représente en aucun cas une garantie, d'embauche au HCR. Voilà. Donc, heu, aujourd'hui, nous avons, la chance d'accueillir, des collègues qui, jour après jour, soutiennent les efforts du HCR dans la protection, heu, des réfugiés dans diverses parties du monde et je vais inviter chacun de nos intervenants à se présenter. Puisque j'ai de la parole, je vais commencer. Je m'appelle, Paola. Je travaille dans les ressources humaines. Heu, je suis basée à Budapest et je travaille pour le HCR depuis environ un peu plus de 14 ans et je vais passer la parole à ma collègue Cenge. Merci beaucoup, Pao. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Cenge. Moi aussi, je fais partie du personnel local et moi aussi, je suis basée à Budapest. Je travaille pour le HCR dans la division des ressources humaines depuis 10 ans. Je suis responsable principal pour le partenariat entre le HCR et les volontaires des Nations Unies et je suis passionnée par mon travail. Au prochain. Andrés, tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Andrés Cuela et je travaille en tant qu'associé principal de protection au HR à Budapest. Et ça fait à peu près 6 mois que j'ai rejoint l'opération. Et avant, j'ai fait à peu près 3 ans dans des diverses opérations au HR aussi. Mais j'ai quitté l'organisation. Après, j'ai fait d'autres travail. Après, je suis revenu. Donc, c'est pas quelque chose de linéaire. Voilà, merci beaucoup à vous. Emmanuel. Oui, bonjour à tous et à toutes. Heureux d'être avec vous. Manuel dos Santos. Donc, en ce moment, je suis à Dakar et je suis responsable régional des ressources humaines pour toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Auparavant, mon poste précédent, c'était au Niger. Auparavant, j'étais à Budapest, en Amérique du Sud. Avant cela, j'étais Rwanda, Angola, etc., plusieurs pays. Et voilà, content d'être ici avec vous. Merci beaucoup mes chers collègues.
et je suis très heureuse que vous soyez là pour m'accompagner pour ce webinaire. Merci beaucoup. Donc pour nos participants, pour votre information, nous organisons ce webinaire plusieurs fois par an et également dans plusieurs langues, notamment en anglais aussi et en espagnol. Pour permettre à toutes les personnes qui seraient intéressées par une opportunité d'emploi au HCR, d'en savoir plus sur nos activités, nos conditions d'emploi et les modalités pour postuler. Donc avant d'aller plus loin, je voudrais faire le tour des sujets que nous allons aborder aujourd'hui pendant la session. Tout d'abord, nous allons vous offrir des informations générales sur ce qu'est le HCR, comment et où nous travaillons, avec qui, quel est notre mandat. Et ensuite, nous allons vous décrire notre effectif et quel type de nouveaux candidats et candidates nous recherchons. Et comme clou du spectacle de cette présentation, nous aurons la chance d'écouter nos 2 collègues, Manuel et Andrés, nous parler un petit peu de leur expérience de terrain, de leur travail concret au HCR sur des opérations de terrain. Et à la fin, nous aborderons le sujet des candidatures au HCR, comment postuler. Voilà. Merci beaucoup et je vais donner la parole à Manuel pour qu'il nous éclaire un peu sur la vision et les activités du HCR. À toi, Manuel. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde voit les slides. Moi, je suis toujours bloqué sur la slide des modératrices. Mais pour vous parler de notre vision. Voilà, alors, c'est celle de gens qui travaillent dans un monde où chaque personne force de fuir, on espère, et on veut leur permettre de construire un meilleur avenir. Ça, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui est derrière notre engagement. Pas simplement que les personnes puissent partir, mais puissent aussi reconstruire leur vie. Et il y a un cadre à cela, c'est ce que l'on appelle la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. L'objectif donc du HCR, c'est vraiment que les personnes puissent accéder à leurs droits, que leurs droits soient protégés dans toutes les situations. Et il y a des situations plus difficiles, certaines situations même dramatiques, et c'est dans ce cadre-là que nous intervenons pour qu'elles puissent exercer leurs droits et qu'elles puissent trouver un lieu d'asile et un lieu où s'intégrer pour toutes celles qui ont dû fuir et qui ne peuvent pas retourner chez eux et chez elles, un endroit où elles puissent se mettre à distance des persécutions et de toute autre violence et grave atteinte à des droits humains et à des droits fondamentaux. Donc voilà, nous travaillons aussi en vue de diffuser très largement ce que sont les accords internationaux sur la question des réfugiés, sur la question des personnes qui sont en mouvement, obligées de fuir, avec les gouvernements, avec la société civile, avec tous les acteurs que nous rencontrons sur le terrain et à travers notre travail. Voilà, brièvement ce qu'est notre vision et ce qui est derrière notre travail. Voilà. Ensuite, donc, question du mandat proprement dit, comme vous le voyez. Donc voilà, il y a ce mandat global qui est de protéger les personnes contraintes de fuir leur domicile. On marque bien contrainte de fuir leur domicile parce que le fait qu'on devient un réfugié, qu'on devient un demandeur d'asile, ce n'est pas dans une perspective un petit peu d'améliorer sa vie. Ça peut faire l'objet d'un départ de chez soi, mais là, nous parlons bien de personnes qui vivent une persécution et qui n'ont pas d'autre alternative pour se protéger, pour protéger leur famille ou de fuir. Donc ça, c'est notre mandat et comme je l'ai dit, il est régi par un cadre international. Donc, dans les étapes principales, c'est une fois que les personnes partent, qu'elles doivent fuir, il y a les réponses aux besoins immédiats, bien entendu, donc les questions alimentaires, les questions d'un abri où se mettre, les besoins vitaux. Et ensuite, alors les questions, maintenant que vous avez trouvé un abri, comment restaurer, sauvegarder tous les droits fondamentaux de cette personne. Et ensuite, bien entendu, les situations de refuge peuvent durer des mois ou des années, des décennies même. Alors il y a toute la question et le besoin de reconstruire sa vie, de s'intégrer
d'avoir de l'éducation, d'avoir du travail, d'avoir une vie la plus digne possible. C'est à cela que nous travaillons. Le personnel, le staff, la force de travail derrière tout cela, ce sont à environ 18 000 personnes et nous travaillons sans relâche. Nous travaillons alors, en fait, on travaille 24 heures sur 24, puisque comme on est dans tous les pays du monde, il y a toujours des gens du HCR qui sont en train de travailler à un moment ou à un autre sur la planète, ça c'est certain. Et nous avons quand même un travail qui se fait d'une manière assez intense. Nos activités concerne évidemment toutes ces personnes et c'est aux alentours de 20 millions de personnes qui sont sous le mandat du HCR et donc nous sommes déployés dans tous les coins du monde franchement avec des modalités différentes. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais sachez qu'il n'y a pas simplement un seul type de contrat au HCR, il y a plusieurs différentes modalités à plus ou moins long terme et des statuts différents, locaux, internationaux, etc. Donc là, on va mettre un peu plus l'accent sur l'aspect international. Et puis, on sait qu'il y a aussi des consultants, qu'il y a des volontaires. Enfin, il y a beaucoup de monde derrière qui travaille avec nous. Voilà, je donne la parole, il me semble, à ma collègue Chenge qui va vous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup, Manuel. Très bien résumé. Merci encore. Tout d'abord, pour en savoir plus sur le HCR, sur l'organisation, nous vous recommandons de visiter notre page principale sur unhcr.org parce que vous y trouvez plusieurs sections qui présentent un aperçu de ce que nous faisons, comment nous le faisons et avec qui nous travaillons, y compris les profils des personnes que nous embauchons en général. L'image que vous voyez maintenant sur la diapositive est la page principale actuelle de notre site web. Quand vous tapez unhcr.org, la page se charge en anglais. Par contre, vous pouvez choisir la langue de votre choix en haut à droite. Je l'ai marqué en vert. Et passons maintenant au sujet concret qui est qui soutenons-nous? Vous pouvez peut-être vous demander quelles sont actuellement les personnes que le HCR aide et soutient. Quelles sont les personnes relevant de la compétence du HCR? La réponse est simple, mais peut-être par contre pas toujours tout à fait évident. Ce sont les réfugiés, les apatrides, les demandeurs d'asile, les déplacés internes et les rapatriés. Il est très important de comprendre les différences car les personnes contraintes de fuir englobent une variété d'individus qui peuvent se trouver malgré eux dans des situations et des circonstances très particulières. Donc maintenant, regardons les catégories des personnes que le HCR soutient. Tout d'abord, les réfugiés sont les personnes fuyant un conflit ou des persécutions qui se trouvent en dehors de leur pays. Les apatrides qui n'ont pas de nationalité et peuvent avoir des difficultés à faire valoir leurs droits humains. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui demandent la protection internationale. Les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays sont des personnes qui cherchent la sécurité dans d'autres parties de leur propre pays. Et finalement, les rapatriés, ce sont les personnes qui sont finalement rentrées chez elles après avoir fui leur pays. La prochaine question que nous allons aborder et éclairer est la suivante. Où se trouvent ces personnes et donc où travaille le HCR? Pao, je donne la parole à toi. Merci beaucoup, Chenge. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte, le HCR est présent vraiment partout dans le monde. On a des opérations dans plus de 130 pays dans le monde. Et notre organisation est essentiellement une organisation de terrain. Donc notre domaine d'action est partagé en 5 régions géographiques clés qui sont l'Afrique, les Amériques, l'Asie et le Pacifique, l'Europe et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, qu'on appelle MENA. Et donc comme vous l'a dit Manuel, nous avons plus de 18 000 collaborateurs, dont 87% travaillent sur le terrain.
c'est-à-dire près de là où les personnes contraintes de fuir se trouvent. Et donc le travail qui est fait est un travail vraiment proche des personnes. Et 13% du reste, 13% de notre effectif soutient ces opérations de terrain depuis le siège. En termes de parité, 61% de notre effectif est masculin et 39% sont des femmes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons dans plus de 130 pays, que ce soit les lieux de travail sont soit des grandes capitales ou quelquefois des endroits très isolés et à haut risque. Hem, pour donc la raison pour laquelle nous travaillons dans ces endroits, c'est pour être sûr d'avoir un impact positif et de pouvoir agir de façon positive sur la vie des personnes contraintes de fuir. C'est-à-dire que même en cas de crise soudaine, de crise humanitaire et de situation d'urgence, les employés du HCR se déplacent partout où leur expertise est nécessaire. Et le HCR est présent pour diriger et coordonner l'action internationale pour la protection des réfugiés et la résolution des problèmes liés à la situation de ces personnes. Voilà, donc pour résumer un petit peu cette première partie de présentation de notre travail et de nos collaborateurs, je voudrais vous présenter un petit peu la proposition de valeur du HCR qui est plus ou moins notre raison d'être, notre justification et qui est de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour les personnes contraintes de fuir. Donc, maintenant que nous avons vu ce qu'est le HCR, pourquoi et pour qui notre organisation existe, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation et je vais redonner la parole à mon cher collègue Manuel afin de définir un peu comment se présentent les offres d'emploi, comment postuler et quels sont les types de candidats que nous recherchons. Merci Merci beaucoup. Manuel, à toi. Merci, merci. Donc, voilà, c'est la page dont on parlait au début pour postuler ou pour s'informer aussi hein, sur ce qu'est le HCR et son processus de recrutement. Donc, dans ce site qu'on a mentionné, unhcr.org, et en haut à droite, vous avez Carrière. C'est la page qui s'ouvre devant vous à ce moment-là. Elle est accessible vraiment partout dès qu'on a un Internet qui tient un petit peu. Vous aurez sur cette page donc les offres d'emploi qui sont publiées. Et vraiment, nous vous conseillons de consulter régulièrement. Il y a, comme ça a déjà été indiqué, des recueils de publications d'emplois régulièrement, donc mars, avril et ensuite septembre, octobre. Et entre ces deux gros moments, il y a aussi d'autres recueils plus petits, généralement tous les mois ou presque. Donc c'est vraiment la page que vous devez suivre et au-delà évidemment de la question des carrières, etc., essayer de voir un petit peu toute l'information et connaître l'organisation, puisque quand on postule quelque part, la connaissance de l'organisation est très importante, évidemment. Voilà. L'autre point maintenant, c'est un petit peu les profils que l'on recherche. Et donc là, vous voyez, à travers cette diapositive, on ne commence pas à parler du profil professionnel, c'est-à-dire des compétences techniques. On insiste sur le fait que c'est une organisation humanitaire et donc nous cherchons des personnes qui sont passionnées pour la mission que nous avons développée, enfin expliquée par quelques mots auparavant. Donc ça, c'est la première chose, avoir une certaine passion, un intérêt et vouloir aider et participer. Il faut savoir que nous travaillons dans des endroits difficiles, donc plus de 80% de nos postes sont sur le terrain et dans des situations qui peuvent être un petit peu compliquées parfois. Il faut en être conscient. C'est une organisation vraiment
qui est multiculturel, multidisciplinaire. Vous pouvez derrière multi presque ajouter tout ce que l'on peut imaginer dans un contexte de travail. C'est vraiment un lieu de grande diversité, de grand brassage et de grandes rencontres. Donc là, il faut être prêt aussi à évoluer dans ce cadre-là. C'est vraiment dans ce contexte que nous travaillons et nous y tenons beaucoup à ce que ce soit diversifié et que tout le monde puisse s'y sentir bien et à l'aise et s'y intégrer dans notre milieu de travail. Ensuite, les autres points sur lesquels je voudrais mettre l'accent, c'est aussi l'innovation, toute la volonté, l'envie de trouver des solutions. C'est vraiment pas une organisation inerte, c'est une organisation dynamique, active, et vous serez toujours le bienvenu avec des idées innovantes, nouvelles et créatives. C'est vraiment un lieu où tout le monde peut s'exprimer d'un point de vue des idées et des choses qu'il considère qu'on pourrait mettre en place. Et pour terminer, il faut être déterminé. Nous sommes déterminés à faire la différence, à beaucoup de niveaux, à faire la différence sur l'approche qu'un groupe peut avoir sur ce que sont les réfugiés et les stigmas qui peuvent aller autour de ça que l'on essaye de contenir, mais faire aussi la différence directement dans la vie de ces personnes. Et pour cela, il faut être assez motivé. Au bout d'un moment, simplement la bonne volonté ne suffit plus. Il faut vraiment de la détermination. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, si on essaye un petit peu de résumer alors le candidat, un peu le profil du candidat, qui cherchons-nous? Donc ce sont des personnes, comme vous le voyez, qui sont résilientes, c'est-à-dire qui peuvent rebondir et passer à autre chose et se retrouver un petit peu sur leurs pieds, comme les chats quand ils sautent d'un arbre, des gens créatifs et avec un esprit bien ouvert. Il y a bien entendu des critères comme ceux des diplômes du premier cycle d'une université ou d'une institution qui soit reconnue, accréditée par l'UNESCO. Ça, vous trouvez cette liste dans le site web de World Higher Education Database. Donc, vous y allez par les acronymes, le WHED. Vous cherchez sur Internet et vous trouvez assez facilement cette base de données. Et ensuite, vous rentrez votre université, etc. Et vous verrez si votre université fait partie de celles qui sont accréditées. Ça, c'est important. C'est un critère. On cherche aussi une expérience de travail et des compétences pertinentes. On pourra en reparler aussi. Mais l'expérience, ça s'est construit. C'est vrai que la plupart des points d'entrée au HCR, c'est déjà des personnes qui ont certaines connaissances, certaines expériences, certaines pratiques. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus pour pas qu'il y ait de frustration. Mais vous allez sur le site, vous essayez de voir un petit peu tout ce qui est proposé et vous verrez très facilement si vous, ce que vous êtes en tant que personne et professionnel, correspond à ce que nous proposons. Mais évidemment, on a besoin de techniciens, de personnes qui vont pouvoir travailler d'une manière efficace rapidement, puisqu'on est parfois dans des situations d'urgence. Il y a la question de la maîtrise de l'anglais, c'est un passage obligatoire. Moi, je ne suis pas anglophone non plus, hein, comme vous avez peut-être remarqué, mais j'ai dû l'apprendre. Voilà, j'ai appris l'anglais à 35 ans et je m'en suis sorti et maintenant je travaille. Donc, ne vous découragez pas sur cette question de l'anglais. C'est plus facile à apprendre que ma langue maternelle, le portugais. Donc, vous pourrez toujours progresser. Mais c'est vrai qu'il faut un certain niveau. Et alors ensuite, lorsque vous parlez une autre langue des Nations Unies, l'arabe, l'espagnol, le russe, etc. Alors, ce sont des valeurs ajoutées qui sont bien entendu des bienvenues. Et c'est bien pour cela que nous sommes en train de faire cette présentation en français, justement pour encourager des personnes qui parlent le français. Voilà, je repasse la parole à Tchengue. Merci beaucoup, Manuel. J'espère que nos interlocuteurs sont toujours intéressés. Je vais vous expliquer comment vous pouvez soutenir nos efforts et comment postuler. Nous recevons souvent de nombreuses demandes d'informations sur la manière dont les individus peuvent soutenir nos efforts.
dans les situations d'urgence à travers le monde entier. Et le plus facile est en fait de postuler pour être pris en considération dans l'une de nos réserves de talent. Dans le processus de candidature, vous pouvez indiquer votre lettre de motivation, votre intérêt à fournir un soutien dans un lieu spécifique, comme par exemple l'Éthiopie, le Venezuela, le Yémen ou l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'une réserve de talent? Voyons, qu'est-ce qu'une réserve de talent? Pao, tu peux passer? Merci beaucoup. Les réserves de talent peuvent servir comme un point d'entrée aux spécialistes des profils fonctionnels les plus recherchés pour aider à répondre de manière efficace et rapide aux crises humanitaires que nous supportons. Ces opportunités ouvertes aux candidats externes sont souvent à un niveau d'entrée ou à un niveau de gestion intermédiaire. Les candidats sélectionnent la possibilité de travailler sur le plan mondial, que ce soit sur le talent ou au siège qui est partagé entre Genève, Budapest et Copenhague, comme mes collègues ont déjà bien expliqué. Les candidats de la réserve de talent sont principalement recrutés pour des nominations temporaires et nous vous encourageons à consulter la liste suivante que je vais vous lire maintenant sur des profils les plus recherchés en ce moment. Donc, voyons les profils les plus recherchés. Les profils en rouge sont actuellement les priorités compte tenu de multiples urgences en cours, y compris la plus récente urgence en Ukraine, à compter du mois de février 2022. Donc, pour en nommer quelques-unes, par exemple, logistique et chaîne d'approvisionnement, intervention monétaire, contrôle de projet, enregistrement, administration, finance, ressources humaines, gestion de l'informatique, technologie de l'information et de la communication. Le ACR a toujours besoin des personnes ayant une expertise dans le domaine de protection aussi. Et outre les profils les plus recherchés, l'organisation cherche des profils plus techniques également, par exemple des experts en abri, en eau et assainissement et hygiène, en planification de sites physiques, etc., etc. Donc, je vais redonner maintenant la parole à Pao parce qu'on passe à la prochaine partie de notre présentation, qui est la partie la plus concrète et je peux bien dire que le point culminant de notre présentation. Merci beaucoup, Chenge. Donc, voilà, pour vous permettre, avant de reprendre un petit peu sur les aspects techniques de comment déposer votre candidature pour des offres, etc., je vais donner la parole à mes deux collègues, Manuel et Andrés, qui, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ont une longue expérience de terrain et ils vont vous faire partager un petit peu cette expérience depuis leur point de vue personnel pour que vous ayez une idée un peu plus concrète, voilà, de ce que ça représente de travailler avec le HCR sur le terrain. Donc, Manuel, Andrés, j'imagine que vous vous êtes mis d'accord sur qui commence. Donc, je laisse la parole au premier d'entre vous qui décide de faire cette présentation. Ce sera sans doute Manuel, d'après ce que j'ai compris. C'est le premier qui a mis la vidéo, hein? Voilà. Voilà, Merci. d'accord. Je ne contrôle pas les diapositives. Donc voilà. Mon nom, c'est Manuel Dos Santos, donc je vous l'ai déjà dit. Actuellement, je travaille aux ressources humaines, effectivement. Mais ça, c'est pour vous expliquer un petit peu toute la diversité dans notre organisation. Et vraiment, il y a de la place pour tout le monde dans cette organisation. Vous avez vu les profils qu'on a détaillés. Ça va de quelqu'un qui fait de la finance à quelqu'un qui construit des maisons ou des points d'eau, etc. Vraiment, il y a une place pour tous.
Moi, je viens j'ai été migrant en montant, évidemment, puisque j'ai quitté mon pays natal pour aller en France. Et là, je suis arrivé comme tous les bons immigrés de chez moi. On a travaillé dans la construction. C'est pour ça qu'il y a cette diapositive. Ça, c'est pas moi quand j'étais jeune. Ça, c'est moi maintenant. Mais je surprends toujours les réfugiés dans les sites humanitaires lorsqu'on fait ça, c'est une petite maisonnette qu'on faisait pour des réfugiés. Ils sont toujours étonnés que je sache, en tant que chef de bureau, faire aussi des maisons. Oui, parce qu'on a tous une histoire avant de rentrer au HCR. Et cette histoire, on l'utilise dans notre travail. Donc voilà, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme maçon, constructeur de maisons. J'ai ensuite fait des études dans l'agriculture. Et j'ai commencé à m'intéresser aux phénomènes humains. C'est là que j'ai fait de la psychologie et je suis devenu psychologue. Et croyez-le ou non, je suis rentré au HCR en tant que psychologue, comme conseiller du personnel. Voilà, ça c'est ma petite trajectoire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la stratégie idéale, ça a été une route un peu longue, mais c'est pour indiquer que tellement de chemins mènent finalement à un résultat. Avant d'être au HR, dont je vous ai dit un petit peu où je travaillais. Ensuite, lorsque j'ai fait mes études de psychologie, je travaillais beaucoup dans des centres d'accueil pour personnes en difficulté, dans des banlieues de grandes villes en France. Et après, petit à petit, je me suis intéressé aussi aux problèmes en dehors de l'Europe. Et c'est comme ça que je travaillais pour une ONG. J'ai commencé en fait en Afrique de l'Ouest, d'ailleurs au Sénégal la première fois, et ensuite en Sierra Leone, où j'ai passé 2 ans dans un projet avec des personnes handicapées. Là, cette diapositive, je l'ai mise, enfin, j'ai demandé aux collègues de la mettre parce que pour vous montrer un petit peu ce qu'est le HCR. Donc, il y a des situations très formelles à lesquelles on est avec tout un protocole. Et puis, le lendemain, on prend la route et on est sur le terrain et on se trouve dans la situation que vous voyez. Donc ça, c'est la réalité de notre travail. C'est pour cela qu'il faut quand même avoir une certaine flexibilité et avoir aussi un goût pour les choses qui ne sont pas routinières. Vous ne vous ennuierez jamais. Aujourd'hui, je travaille à Dakar, je m'occupe des ressources humaines, mais bien entendu, auparavant, j'ai fait d'autres choses et j'espère que je ferai encore d'autres choses après Dakar. Je ne me suis jamais ennuyé depuis que je suis au HCR. Et il y a tout un tas de circonstances différentes dans lesquelles on peut vraiment s'épanouir. Ce que peut-être vous dire sur ce qui m'intéresse le plus, ce que j'aime le plus dans mon travail, ça serait peut-être mettre l'accent sur les moments que l'on passe avec les personnes quand elles arrivent en situation de détresse, après avoir voyagé, après avoir fui la terreur et la difficulté. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est très utile. Et quand on voit le visage des gens et même le corps des gens qui se détend, qui change, parce qu'ils savent qu'ils ont trouvé maintenant un lieu sûr, des gens qui les écoutent et leurs besoins un petit peu sont compris. C'est ces moments-là vraiment que j'ai toujours apprécié, parce que là, vous voyez de vos yeux, vous voyez les gens et vous voyez que vous avez fait la différence dans leur vie et que ce qui était avant et ce qui est maintenant, grâce à toute l'aide des ONG, de tout le monde, a fait la différence. J'ai trouvé ça toujours très précieux. Peut-être dire quelques mots sur aussi ce que j'aime le plus au HCR. Je pense que, comme je vous l'ai montré dans ces quelques photos, il n'y a pas que la tête qui travaille. Il y a les bras, il y a le cœur, il y a vraiment, c'est tout l'être humain qui est engagé dans ce travail. Ce n'est pas juste un travail de bureau, même si vous devez faire des rapports, passer du temps, mais vous êtes sur le terrain avec des gens. Vous devez comprendre une autre culture, vous devez parler avec tout un tas de personnes, que ce soit des jeunes qui essayent de jouer au foot et qui vous embarquent à vous jouer au foot et vous tapent dans les jambes parce qu'ils en profitent quand même un petit peu, qu'ils ont l'occasion un peu de montrer comment ils sont bons. Et puis, toutes ces choses-là, vraiment, vous êtes engagés, la tête, les bras, les jambes et le cœur dans ce travail. Je pense que ça, c'est ce qui m'a toujours énormément plu dans mon travail et ce que je voulais un peu partager avec vous à travers ces quelques diapositives. Bien entendu, si Paola, tu as des questions, n'hésite pas.
pour ceux qui veulent s'engager dans ce travail, vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à commencer parce que le boulot final dont on rêve un peu peut être un petit peu éloigné, mais en fait, il y a plusieurs portes, vraiment. Et il faut commencer, il faut s'engager, même si c'est un travail qui n'est pas encore à quoi on aspire, mais c'est comme ça qu'on construit son CV. Voilà pour quelques mots. Merci beaucoup Manuel pour, ce témoignage, à la fois très professionnel et très touchant, très personnel et je vais donner la parole aussi à notre collègue Andrés, pour que lui aussi nous fasse partager un petit peu de son aventure personnelle, au HCR. À toi Andrés. Merci pour me donner la parole. Et ça a été un plaisir d'entendre Manuel. Et, et voilà. Bon, moi je m'appelle Andrés et peut-être vous l'entendez avec mon accent. Je suis espagnol et je suis grandi en Espagne. J'ai grandi en Espagne et le fait que j'ai pu commencer au HR, c'est un peu à l'hasard. C'est l'hasard, c'est la chance, c'est d'être au bon endroit, au bon moment et chercher les opportunités, mais aussi chercher à se former. Et c'est ça que je fais. La première fois que j'ai rencontré un réfugié ou que je me suis rendu compte que le monde, ce n'est pas une longue fleur tranquille, comme on connaît de ces films, c'est quand j'ai rencontré dans mon école un petit enfant, j'avais 10 ans, et j'ai rencontré un enfant du Sahara qui venait pour l'été en Espagne pour passer l'été ou pour passer 2, 3 mois à l'école. Donc, je l'ai rencontré dans ces circonstances-là. Il venait d'un camp de réfugiés et c'est là où j'ai eu les premiers franchement, en Espagne, on ne rencontre pas autant de réfugiés, au moins à l'époque. Et c'est la première fois où ça m'a venu à l'esprit ces mots de réfugiés ou de personnes déplacées qui vivaient dans un camp. Et c'est là, ça m'a fait réfléchir sur ce que peut-être je pourrais faire dans le futur et l'effet que j'avais besoin des langues aussi. Et, et c'est un conseil peut-être que je peux donner. Il faut apprendre des langues. J'avais ma langue maternelle, l'espagnol. Après, quand j'étais un peu plus âgé, j'ai appris le français et j'ai appris l'anglais. J'ai commencé aussi avec l'arabe. Maintenant, j'ai beaucoup perdu de mon arabe. Et voilà, il faut vraiment aller vers les langues pour, je pense, faire carrière au HR ou chercher ses premières opportunités. Je dirais que je suis juriste, je fais du droit en Espagne, en France par la suite, et aussi je fais de master en relations internationales, en genre et développement, par la suite, 10 ans après ma licence. Et, et, et finalement, j'ai pu joindre les HR et, parce que j'ai commencé avec un stage au HR à Paris, j'ai eu cette opportunité et par la suite, j'ai pu joindre l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et c'est là qui m'a donné une bonne expérience pour pouvoir ensuite postuler au HR. Mais pas au HR dans le sens où on postule pour un fixed term, c'est des contrats de longue durée. J'ai postulé pour un poste qui était avec un partenaire du HR. Donc, c'est aussi une manière de postuler au HR et c'est à travers les partenaires. Ça peut être la Croix-Rouge internationale ou ça peut être des réserves de talents. Il y en a, par exemple, le Danish Refugee Council, DRC, le Norwegian Refugee Council, les conseils norvégiens des réfugiés. Il y a certaines réserves de talents qui se constituent pour pouvoir donner au HR certains profils. Et donc, j'ai fait ça et j'ai pu, par exemple, commencer au Tchad et par la suite au Salvador, et El Salvador, et j'étais aussi en Israël maintenant à Budapest. Et pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire, je vais vous expliquer un peu
ce que je fais maintenant avec la crise ukrainienne, ça peut, je travaille dans la protection et le travail dans la protection, c'est très vaste et ça va dépendre de chaque opération. Donc, on ne peut pas se dire que, que c'est une façon de qu'on va travailler seulement sur un sujet ou je d'études de droit, donc je vais travailler comme juriste. C'est pas comme ça. Donc ici, par exemple, en Hongrie, je gère un centre communautaire qui a été donné par la municipalité de Budapest et qui accueille des réfugiés et qui accueille aussi de Hongrois. Et c'est un lieu de rencontre à travers de l'art et c'est là où on fait de activités pour les enfants, pour les adultes aussi, pour les mères, etc. Aussi, j'ai été amené à accueillir les réfugiés dans la frontière ukraino-hongroise et juste c'est fait de quand les personnes qui fuient la guerre arrivent dans la première gare en territoire hongrois, ils peuvent rencontrer quelqu'un du HR qui peut leur donner des informations euh, très, euh, très importantes pour qu'ils puissent avoir des décisions informés sur ce qu'ils veulent faire par la suite. Et donc, on peut donner des informations, mais aussi dans ce travail-là à la frontière, c'est un travail où on peut échanger avec les autorités ou avec d'autres partenaires du HR ou pas de partenaires du HR pour avoir dans ces endroits un lieu sûr pour les réfugiés où ils peuvent avoir un toit où dormir ou recevoir certaines aides psychologiques ou avec la Croix-Rouge, pouvoir avoir une aide physique si besoin, n'est-ce pas? Et, mais par exemple aussi, à part ça, j'ai été chargé d'embaucher des interprètes, par exemple, d'embaucher, de les former, de les superviser. Et donc, on a une équipe d'interprètes ici qui parle normalement l'ukrainien et le russe, et aussi l'anglais et parfois l'hongrois. Et donc, j'étais amené à faire une panoplie de choses. Et, et c'est important aussi que vous sachiez que parfois, il faut chercher une opportunité. Parfois, on a engagé des interprètes et par la suite, ils sont devenus, ils ont eu un autre type de contrat au HR avec notre opération. Et donc voilà, je voulais vous donner cet aperçu sur les responsabilités, sur mon parcours. Euh, je dirais que à la fin du compte, parfois, on est fatigué, c'est vrai. Pour avoir ce genre de travail, pour travailler au HR ou dans d'autres organisations internationales, il faut être très flexible, très adaptable et il faut gérer, il faut aussi il faut apprendre à gérer cette instabilité. Parce qu'il y a des personnes qui ont des contrats qui sont fixes, mais il y a d'autres personnes qui peuvent travailler en tant que consultants ou comme ce qu'on appelle affiliated workforce. Et donc, ils ont d'autres types de contrats qui ne vous donnent pas cette stabilité qu'il y a parfois des personnes qui cherchent. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas un contrat fixe. J'ai un contrat qui est déterminé. Et en janvier, je ne sais pas si je vais continuer. On va décider ça, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Mais pour moi, j'ai pu gérer cette instabilité et j'ai fait ce travail parce que je suis adaptable. C'est quelque chose qui m'est défini. Je suis une personne adaptable et flexible. Sinon, si on n'a pas ce genre si on ne peut pas gérer ce genre d'instabilité, ça va être très difficile de mener une vie heureuse à la fin du compte, n'est-ce pas? Et donc voilà quelques paroles. Et vous avez vu sur les diapositives, cette diapositive-là, c'est ici en Hongrie, c'est à Zahon, la première à gauche. On attend les trains, l'équipe d'interprètes et de personnes de protection. Et la photo en milieu, c'est des dessins que les enfants ont fait quand ils sont arrivés à la frontière. Donc, ils restent là, peut-être ils restent pendant 3 heures et on a une tente où ils peuvent rester, ils peuvent boire quelque chose, manger, mais aussi faire des dessins, par exemple. Et à droite, c'est une conversation que j'ai eue avec une réfugiée qui était dans
dans un accueil temporaire et on cherchait une solution un peu plus stable pour elle et sa famille et d'autres personnes, n'est-ce pas? Et si je vais je pense que voilà, et on peut voir, là c'était au Tchad avec une mission, et comme disait Manuel, on a parfois des choses qui sont très formelles, parfois de choses qui nous empêchent de faire notre travail, comme c'est Wadi, que j'imagine les personnes de Tchad ou d'Afrique de l'Ouest peuvent bien sûr s'imaginer, mais aussi au Salvador où, si on va à la première diapositive, c'est des rencontres avec des jeunes, mais aussi, par exemple, une de mes grandes expériences, c'était d'accompagner une loi qui a été promulguée à la fin du compte et par les parlements du Salvador qui protégeait les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Et pendant tous ces parcours aussi, d'accompagnement de la loi avec les membres du Parlement, on a pu faire aussi des consultations on a pu consulter les personnes déplacées sur ce que cette loi devrait recueillir, n'est-ce pas? Donc, c'est des expériences très diverses que vous allez pouvoir avoir si vous allez rejoindre cette organisation ou une organisation partenaire aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc je vais donner la parole à Pao Atsenge. Merci. Merci beaucoup, Andrés. C'était très intéressant ton témoignage et je pense que nos participants et nos participantes ont aussi ressenti la passion que tu éprouves pour ce métier et l'engagement que tu mets à aider le HCR à faire son mandat et à aider les personnes qui se trouvent dans ces situations humainement très difficiles. Donc, merci beaucoup à toi, non seulement pour ton témoignage, mais pour ton beau travail aussi. Donc, on va continuer avec avec ce sujet qui, je pense, vous intéresse également beaucoup, donc qui sont les opportunités d'emploi à durée déterminée. Ce qui est très important de savoir, c'est que le HCR n'offre pas vraiment de contrat à durée indéterminée. Donc la plupart de nos collaborateurs travaillent avec des contrats déterminés, mais qui correspondent à des contrats tout de même fixes. Et ces opportunités d'emploi donc, sont publiées par le HCR à 2 périodes essentiellement, donc qui sont à l'automne et au printemps, donc fin septembre, début octobre, fin mars, début avril. Et ce recueil d'offres d'emploi s'appelle ce qu'on appelle le compendium dans notre jargon interne. Et entre chaque compendium, il y a aussi différentes opportunités qui sont publiées. C'est ce dont on a évoqué avant. Et toutes ces opportunités d'emploi, vous pouvez les retrouver sur la page carrière que Manuel et Tchanguet vous ont décrit un petit peu plus haut dans cette présentation. Donc, ces recueils d'opportunités contiennent des centaines d'offres d'emploi à travers le monde, dans différents pays et surtout dans différents domaines d'expertise. Il y en a une partie, évidemment, dans toutes ces opportunités, il y a une partie qui peuvent être couvertes par le personnel en interne. Mais évidemment, on a besoin de faire du recrutement externe pour couvrir certaines positions. Et donc, par conséquent, le HCR est toujours à la recherche de profils humanitaires talentueux et adaptés pour soutenir nos efforts, pour construire un avenir meilleur pour les personnes contraintes de fuir. Et une petite astuce qu'on peut vous donner, si vous connaissez la plateforme professionnelle LinkedIn,
le HCR a un compte sur LinkedIn et aussi plusieurs collègues, dont Cenge, moi-même et une autre de nos collègues qui s'appelle Dora Chordash. On vous a mis les liens dans le chat, donc vous pourrez les consulter. Régulièrement, nous postons des mises à jour et des informations sur les offres d'emploi, en particulier pour les profils qui sont difficiles à trouver. Donc, n'hésitez pas à chercher les comptes du HCR, que ce soit sur YouTube, que ce soit notre page principale unhcr.org ou sur des pages comme Facebook, LinkedIn, Instagram. Le HCR est vraiment présent sur beaucoup de plateformes, donc n'hésitez pas à les consulter pour vous informer et pour éventuellement chercher ces opportunités et pouvoir y postuler. Donc voilà, on va aborder la prochaine question. Comment postuler à nos offres d'emploi? Et je vais redonner la parole à Cenge pour nous éclairer là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Pao. Comme on a déjà parlé de notre site web, j'aimerais beaucoup vous informer de la suivante. En octobre, nous lancerons une toute nouvelle plateforme de recrutement et cela signifie que toute personne intéressée à postuler à des postes au HCR doit créer un tout nouveau profil pour être prise en compte. Il est très important de savoir que les profils ne seront pas transférés des réserves de talent actuelles, dont j'en ai déjà parlé, vers la nouvelle plateforme et tout candidat intéressé doit créer un nouveau profil. Si vous avez déjà un profil dans les réserves de talent actuelles, qu'en anglais on appelle Talent Pools, nous vous conseillons de télécharger votre information, faire un copier-coller afin de pouvoir les réutiliser après dans votre nouveau profil. Vous pouvez le faire jusqu'au 30 septembre, donc jusqu'au demain. Et ensuite, l'information ne sera plus disponible. Pour télécharger les informations, entrez dans votre compte, allez sur « Mes activités » et cliquez sur le titre du job, puis sur « Imprimer la candidature ». C'est comme ça que vous pouvez sauvegarder vos informations et vos candidatures précédentes. Et encore une fois, veuillez visiter la section « Carrière » de unhcr.org pour plus d'informations. Nous avons également un didacticiel en ligne en anglais sur l'optimisation des candidatures pour le HCR. Je vous recommande fortement de visiter notre page en anglais et vous familiariser avec le guide. Pao, peut-être si tu peux mettre dans le chat encore une fois notre site, le lien. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais aborder le sujet de processus de recrutement compétitif et vous donner quelques informations dessus. Nos processus de recrutement sont compétitifs et comportent plusieurs étapes pour s'assurer que nous embauchons les meilleurs talents pour notre organisation. Le processus commence par un examen d'éligibilité et l'étape de présélection. Sur la diapositive, vous verrez tout ça en anglais, mais comme je vous explique, j'espère que c'est facile de suivre. Donc, l'examen d'éligibilité et l'étape de présélection. Après, un certain nombre de personnes sont invitées à passer une évaluation qui peut inclure une évaluation technique ainsi qu'un test de langue. Dans certains processus, les tests sont éliminatoires, alors que dans d'autres, tous ceux qui sont testés peuvent être invités à un entretien. Les entretiens sont basés sur des compétences. C'est ce qu'on appelle competency-based interviews en anglais, donc des entretiens basés sur les compétences qui se concentrent sur votre capacité à démontrer comment vos expériences passées vous ont préparé pour le poste annoncé.
Sur le site web du HCR, vous trouvez des guides et beaucoup d'informations pour mieux comprendre ce processus. Et nous avons déjà organisé des webinaires sur la présentation des entretiens basés sur des compétences, donc competency-based interviews, pour aider les candidats comme vous à mieux se préparer. Pour le moment, ces webinaires ne sont accessibles qu'en anglais, mais je vous recommande fortement de vous familiariser avec et de les regarder. Une fois l'entrevue est terminée, il y a une vérification des références. Le jury d'entretien rédige ensuite un rapport et soumet ses impressions au jury pour révision. Le jury prend ensuite des décisions en fonction du rapport des besoins de l'organisation. La présentation géographique et de genre peut jouer un rôle à ce stade pour des candidats de mérite égal. Le mérite devrait guider le processus. À la fin, le candidat ou les candidats sélectionnés sont informés et puis à la fin, le processus d'intégration qu'on appelle onboarding peut commencer. C'est ce que le processus de recrutement compétitif du UNHCR est. Et maintenant, je redonne la parole à Pao. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chenge. Alors, comme on vient de vous expliquer un petit peu le processus de recrutement, donc comme vous voyez, c'est un processus relativement long, transparent, qui nous permet d'avoir comment dire, une justification pour toutes les décisions qui sont prises à chaque niveau du recrutement et donc d'avoir une transparence en termes de recrutement externe. En ce qui concerne le fait en dehors de l'aspect technique de ça, il y a aussi d'autres aspects en dehors de l'aspect technique du travail auquel vous voulez postuler. Il y a aussi des choses qui sont plus inhérentes à l'organisation, qui sont très importantes à savoir puisque vous devez prendre cette décision avant de postuler pour être sûr que le HCR est vraiment l'organisation pour laquelle vous voulez travailler. Et je vais donner la parole à Manuel de nouveau pour nous parler de ces détails, mais qui sont assez importants. Merci beaucoup. Effectivement, des points importants. Ils ont déjà été beaucoup soulevés, hein, principalement par Andrés aussi, que je remercie beaucoup. Il a bien montré un petit peu l'importance de cette capacité à s'adapter et à être flexible. Comme on l'a dit, plus de 87% de nos postes sont sur le terrain. Okay. Mais dans ces 80 et quelques pourcents, il y en a 42 qui sont dans des zones encore plus particulièrement compliquées, difficiles, éventuellement où il y a des conflits. Et donc, ça nous amène à mettre en œuvre nos programmes dans des zones où les conditions de travail sont difficiles, humainement exigeantes et parfois un peu pénibles. Donc ça, il faut que vous le sachiez, c'est une réalité à laquelle on est confronté et c'est là que sont les personnes qui sont obligées de fuir. Et notre travail, c'est d'être au plus proche d'eux et donc cela nous amène à être vraiment sur le terrain. L'autre aspect, c'est la question de la diversité hommes-femmes. Donc, nous avons encore beaucoup à progresser. On a 61% d'hommes, 39% de femmes. Donc, effectivement, c'est un facteur important. Nous encourageons vraiment les femmes à postuler. Et ça a été, je pense, maintenant, on a dépassé ce stade, largement démontré qu'il n'y a pas un travail qui peut être plus ou uniquement pour des hommes, ou uniquement pour des femmes, ou des lieux, etc. On a vraiment
tout le monde est partout et avec des jobs totalement différents. Donc vraiment, mesdames, n'hésitez pas à postuler. Mais si vous avez une hésitation, c'est peut-être juste qu'il faut essayer. En tout cas, nous, on est très heureux d'encourager les dames à postuler. C'est la question de la diversité est vraiment un facteur qui demeure très important pour nous. Donc voilà. Maintenant, vous êtes amené à changer en tant que fonctionnaire du HR, vous êtes amené à changer de lieu d'affectation régulièrement. Alors, ça peut être, si vous êtes sur des contrats à court terme, ça peut même être 6 mois, 1 an. En général, c'est de 2 ans à 5 ans. Donc ça aussi, il faut s'y habituer. Ça a des implications sur la vie de famille. Hein. Ça a des implications sur notre rythme de vie à nous, sur les relations et nos amis que nous créons et que nous devons, dont nous devons nous séparer. Donc tout cela, c'est à prendre en compte. Mais cette rotation est obligatoire. On ne peut pas y échapper. Donc voilà, c'est comme ça qu'on brasse les gens, les individus, les connaissances, les pratiques et les façons de travailler. Et c'est ce qu'on recherche vraiment au HR, cette multiple façon de faire les choses. J'ai été marqué une fois, j'étais au début de ma carrière au HR, un collègue, vous savez, de certain âge déjà, ces personnes, quand elles parlent, vous les écoutez automatiquement. Vous savez qu'elles vont dire des choses importantes. Elle m'a simplement dit, j'étais un peu nerveux sur un travail qui ne se faisait pas comme moi, j'aurais voulu que ça se fasse. Il m'a simplement dit, Manuel, il y a plusieurs façons de travailler. Et ça m'a fait un choc, un électrochoc. Il y a plusieurs façons de travailler. On est tous différents. Il n'y a pas une seule façon de travailler en fonction de notre culture, de l'école de laquelle on vient, etc. Il y a plusieurs façons de travailler. Donc, au HR, on essaie d'intégrer tout cela. J'espère que je vous aurai comme un futur collègue. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel. Et avant de conclure, j'aimerais bien vous poser une petite question à toi et à Andrés. Si vous essayez de vous rappeler un petit peu l'époque où vous avez postulé et vous avez obtenu un poste au HCR, est-ce que vous auriez des astuces à partager avec nos participants concernant peut-être comment vous avez réussi à faire un bon CV? Quelles sont les astuces que vous pouvez partager en termes d'entretien, par exemple? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous pourriez, des petites choses pratiques que vous pourriez partager avec nos participants? Andrés, tu veux commencer peut-être? Bien sûr. Alors, je pense que j'ai déjà dit un peu, mais je vais peut-être développer un peu plus. Pour moi, l'effet d'avoir pu parler français et espagnol m'a donné de très bonnes opportunités là où, dans un premier abord, il n'y avait pas. Donc, j'ai pu partir au Tchad, où je travaillais en français, mais aussi j'ai pu partir au Salvador, où j'ai pu parler en espagnol dans ma langue maternelle. Donc, je pense que apprendre, moi j'ai appris l'arabe, mais pour toutes ces personnes qui vous êtes ici aujourd'hui francophones, l'anglais c'est, voilà, il n'y a pas d'autre chose, il faut l'apprendre. Moi, j'ai dû l'apprendre aussi, et à l'école, et puis dans des séjours linguistiques et par moi-même. Mais aussi d'autres langues. Ça peut être le russe, l'arabe, l'allemand. On ne sait jamais. Mais les langues de l'ONU, c'est vraiment quelque chose qui peut vous donner des opportunités. Et aussi, j'ai vu une question qui disait est-ce qu'on doit travailler dans une ONG si on veut travailler au HR? Bah, oui ou non? Non, en fait, non, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Mais si on travaille sur la protection et on travaille avec des réfugiés dans une ONG où travaille les HR qui est les partenaires du HR dans cet endroit, et vous travaillez pour cette ONG qui est partenaire avec les HR, là, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui travaillent au HR, vous allez connaître de très près les mandats du HR, les travaux du HR, donc ça va vous permettre de postuler et de dire,
voilà, j'ai travaillé dans cette ONG qui travaillait avec les HR, donc je connais bien ce qu'il faut pour amener ce genre de travail, etc., etc. Et, et donc, c'est une façon d'intégrer les HR après avoir été dans une ONG. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle des rosters. Et ces rosters, c'est très vaste. Et ça peut être des rosters pour beaucoup de profils. Par exemple, ici en Hongrie, on a une personne qui est shelter, donc c'est pour les, je ne sais pas comment dire en français, shelter officer. Donc Les c'est un abris? office, les abris, voilà, une personne d'abri, qui a été seconded, c'est-à-dire elle a été mise au service du HR par une organisation qui c'est les conseils norvégiens de réfugiés à travers le programme NORCAP. Ça s'appelle NORCAP, N-O-R-C-A-P. Mais comme ça, il y a les ICMC, International Catholic Migration Commission, et il y a parfois la Croix-Rouge et ICRC qui vont, ils vont déployer son personnel au HR. Donc, c'est une façon d'intégrer les HR et connaître de plus près les HR. Aussi, la dernière chose que je dirais, c'est très bien si vous voyez toutes les choses que l'HR peut faire, d'avoir une responsabilité au sein de votre gouvernement ou de votre institution locale qui est très, c'est-à-dire c'est une expertise très, très concrète. Donc, par exemple, j'ai pu joindre les HR parce que quand j'étais en France, j'ai travaillé avec certains dossiers de réinstallation. Donc, comme j'ai fait céder la réinstallation, par la suite, c'est très, très concrète, la réinstallation. J'ai pu rejoindre une organisation qui donnait au HR ces genres de personnel qui avaient travaillé auparavant dans la réinstallation. Mais c'est pareil pour d'autres profils. Donc, abri, on est architecte, on travaille sur des questions d'eau, etc. Donc, il faut être très technique parfois. Voilà, ça serait mes petits conseils qui ils m'ont permis peut-être de joindre les HR, mais il n'y a pas, il y a pas un parcours obligé. Ça va être pour chacun de nous, c'est un parcours qui n'a rien à voir. J'ai jamais connu quelqu'un au HR qui a un parcours semblable au mien. Comme voilà, je dirais ça, je dirais pas plus. À vous. Merci beaucoup, Andrés. C'était très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de nos participants et participantes qui seront inspirés et voilà, et encouragés par tes paroles. Manuel, est-ce que toi aussi tu as quelques petits secrets à partager avec nous? Pas sûr que ce soit secret, en tout cas, ces secrets ne seront plus parce qu'on est presque 4000 là dans cette session. Mais au contraire, avec plaisir, partager ces quelques idées. Merci encore à Andrés, je crois qu'il a très bien amené les parties très très concrètes. Je remets l'accent sur l'importance de connaître notre organisation, le HR. Évidemment, si vous n'y travaillez pas, mais il ne faut pas vous bloquer à ça. Il faut parler avec les gens, il faut vous documenter à travers le site Internet, il faut vous approcher des ONG qui ont travaillé avec nous, essayez de connaître. C'est toujours important parce que ça fait des petits ponts, des petits contacts quand après on a des entretiens ou qu'on doit expliquer quelque chose pour un recrutement avec le HR. Donc ça, c'est très, très, très important. Montrer qu'on connaît un peu l'organisation et la question des réfugiés. Même si vous postulez pour un poste administratif, c'est quand même important de connaître les questions qui existent sur les réfugiés. Donc, peut-être un peu plus techniquement, si je peux dire, quand vous ferez votre lettre de motivation ou lettre d'intérêt dans le système, il y a plusieurs paragraphes. Bon, vous devrez répondre à des questions assez précises. C'est comme ça que se font les demandes de candidature. On n'adresse pas des CV qu'on envoie par une boîte email. Ça se fait dans le système et dans un format bien défini. Alors, cette lettre de motivation ou lettre d'intérêt, vraiment, pour la faire,
je vous conseille vraiment de bien lire le job description, le profil de poste, et surtout de bien lire, de bien vous imprégner de ce qu'on appelle le contexte opérationnel, qui est un document qui vient en plus du job description, du profil de poste. Parce que dans ce contexte opérationnel, le manager, le superviseur de ce poste a écrit ce qui lui semble être important, les critères clés pour les personnes qu'il ou elle souhaite recruter. Donc, lorsque vous ferez votre lettre d'intérêt, votre lettre de motivation, il faudra un petit peu capturer certains de ces critères clés et démontrer que vous avez des compétences rattachées à ces critères clés. Donc ça, c'est très important. Alors, on tombe un peu dans le piège, bon, je l'ai fait moi-même, hein, d'envoyer toujours la même lettre. Un peu au hasard à la distribution. Dans la pratique, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut vraiment développer sa lettre de motivation d'intérêt par rapport au boulot, au poste auquel vous postulez. Donc ça serait une chose. Et la deuxième chose, si vous avez la chance d'arriver dans un entretien, ce qu'on dit toujours, hein, c'est sur les domaines aussi publics, c'est essayer d'avoir une petite méthodologie de comment vous allez vous adresser aux panélistes dans l'entretien. Et donc, ce qu'on conseille en général, c'est bon, une petite formule qu'on appelle le CAR, c'est-à-dire de dire quelques mots sur le contexte, de dire les actions que vous avez mis en œuvre et le résultat que vous avez obtenu. Ça, c'est toujours important d'avoir un petit peu quelques méthodologies pour vous guider. Donc, vous dites quelques mots de ce que vous voulez expliquer de son contexte, des actions que vous avez mis en œuvre et les résultats que vous avez obtenus. Ça, c'est toujours revalorisant dans les entretiens. Et puis, les entretiens, c'est ce qu'on appelle des entretiens de compétences qui peuvent, par exemple, traiter des questions de communication ou des questions d'intégration à une équipe de travail. Mais malgré tout, lorsque vous serez dans ces entretiens ou chaque fois que vous écrivez quelque chose, reliez ces compétences, même si vous parlez de la communication, essayez de donner des exemples qui se rattachent au domaine de travail pour lequel vous postulez. Ne parlez pas de la communication simplement en disant que, par exemple, je ne sais pas, quand vous étiez étudiant, vous avez fait une lettre de nouvelles. Ça, c'est bien, ça peut être intéressant, mais essayez de le rattacher plutôt à une expérience professionnelle qui est intéressante pour celui qui vous écoute et qui vous recrute au HCR. Voilà, il y aurait certainement d'autres choses à dire, mais un petit peu pour lancer quelques idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup Manuel pour ces conseils très utiles et très concrets. Donc on arrive à la fin de notre présentation. Donc tout d'abord, nous voudrions vous remercier pour votre attention, pour le temps que vous avez consacré à découvrir ces informations. Et il nous reste quelques minutes pour prendre certaines des questions qui reviennent le plus dans le chat. Donc vous avez cette boîte de dialogue à droite. Vous pouvez écrire votre question si vous en avez. Et là, il nous reste quelques minutes pour en prendre juste quelques-unes. Donc, je vais peut-être donner la parole à Chenge dans un premier temps pour répondre à une première question et je reprendrai une autre après s'il nous reste encore du temps. À toi, Chenge, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour ceux qui ont déjà posé des questions. J'avais un petit peu la possibilité de regarder et une question qui revient chaque minute, c'est lié à notre nouvelle plateforme. Donc, je vous invite de vous expliquer encore une fois de quoi il s'agit exactement. Donc, on va lancer une nouvelle plateforme et c'est pour ça que jusqu'à demain, donc jusqu'au 30 septembre, tous ceux qui avaient déjà ou qui ont déjà un profil dans les réserves de talent actuelles, il est très recommandé pour eux de télécharger les informations qu'ils ont mis là avant, faire un copier-coller et
de les sauvegarder quelque part, parce qu'après, vous pouvez réutiliser ces informations quand vous devez créer votre tout nouveau profil. C'est à partir du 10 octobre que le tout nouveau plateforme va être accessible depuis notre site web. Et encore une fois, comment télécharger vos informations? Vous entrez dans votre compte, vous allez sur Mes activités, vous cliquez sur le titre du job et puis vous cliquez Imprimer la candidature. Après, j'avais une autre question qui est assez intéressant. Est-ce qu'un mari et une femme peuvent travailler au ACR ensemble? Oui. Il n'y a pas de restriction sur ça. Donc, femme et mari peuvent travailler chez le ACR. Bien sûr, il y a quelques conditions que il ne peut pas se superviser. Par contre, ça, c'est déjà un détail à voir après. Donc, toutes les femmes et tous les hommes sont encouragés de postuler. Oui, vas-y, Pao. Merci Chenge. J'ai vu aussi une autre question concernant la maîtrise des langues sur laquelle Andrés a particulièrement insisté. Donc, une grande différence entre les postes de niveau international et les postes de niveau local, c'est que si vous souhaitez postuler pour un poste de niveau international, donc c'est-à-dire avec un niveau de manager, avec la réaffectation obligatoire, pour ces postes-là, l'anglais est absolument obligatoire. Un niveau d'anglais au minimum de B2 ou C1 est absolument obligatoire pour les postes en international. Et c'est là où le français, pour les francophones, vous donne en fait un avantage supplémentaire, puisque dans certaines opérations, certaines langues sont obligatoires. Par exemple, si vous voulez travailler au Tchad, avec le HCR, très souvent, on vous demande non seulement de parler en anglais, mais aussi de parler en français. Le fait, pour les postes à niveau local, l'anglais n'est pas toujours obligatoire. Néanmoins, comme Andrés vous l'a fait remarquer tout à l'heure, si vous pensez un petit peu plus à long terme pour le reste de votre carrière, pour avoir des opportunités plus variées, peut-être plus intéressantes, on vous encourage vraiment définitivement à apprendre l'anglais, même si dans un premier temps, votre but est de postuler à un poste de niveau local, pour lequel peut-être dans un premier temps, vous n'avez besoin que du français. Mais c'est vrai que si vous souhaitez une carrière un peu à long terme, l'anglais à un moment va devenir indispensable. Donc, n'hésitez pas à vous y mettre et à apprendre des langues. J'ai aussi une question intéressante sur les conditions primordiales pour des postes à l'international. Donc, on vient d'évoquer un des critères qui est le fait de parler anglais et, si possible, une autre langue des Nations Unies. Pour rappel, les langues officielles des Nations Unies sont le français, l'espagnol, l'arabe, le russe et le chinois, en dehors de l'anglais. Donc les conditions primordiales pour des postes en international sont l'anglais et le fait d'avoir un diplôme universitaire reconnu par le site wed.net que nous vous avons envoyé dans le chat. Ça, c'est un des critères principaux. Si vous n'avez pas ça, vous ne serez pas apte à postuler pour un poste à niveau international. Et évidemment, selon le grade du poste, de 2 à
plusieurs années d'expérience selon le grade du poste. Et quand on parle des années d'expérience, ce sont évidemment des années d'expérience qui, avec une expérience qui est similaire à celle du poste auquel vous postulez. Si vous avez 10 ans d'expérience en ressources humaines, mais que vous postulez pour un poste en finance, malheureusement, votre expérience en ressources humaines ne va pas être très relevante, ne va pas être très utile pour un poste en finance. Donc, c'est très important de penser à ça. Voilà, et peut-être la dernière question qu'on va pouvoir prendre, et peut-être que je vais la laisser à Chenge. Oui. C'est la politique de recrutement met-elle l'accent sur le diplôme obtenu ou l'expérience? Lequel est le plus pertinent dans le processus de recrutement au HCR? Merci. La réponse toute simple, c'est l'expérience qui compte. Donc, une fois qu'une personne a déjà atteint le diplôme requis, donc il a au moins un diplôme, les expériences de travail comptent beaucoup plus que le terrain ou le profil de diplôme que la personne possède. Comme il y a pas mal de questions sur comment consulter les offres d'emploi au HCR, permettez-moi de répéter encore une fois que vous devez consulter notre site web unhcr.org. Vous trouvez là une section française et vous pouvez consulter la page carrière. Je vais mettre ici dans le chat encore une fois. Et n'hésitez pas à suivre sur LinkedIn notre page officielle du HCR et aussi les profils de nos collègues qui s'occupent de l'annoncement des postes constamment. Merci beaucoup. Voilà, et je redonne très rapidement la parole à Andrés qui a trouvé une question à laquelle répondre, et c'est la dernière qu'on va prendre puisque le webinaire va arriver à sa fin très rapidement. Très bien. Une question sur les réfugiés, je crois. Oui, est-ce qu'on peut postuler à des offres d'emploi de HR quand on est réfugié? La réponse est oui. Je pense que même si on est réfugié dans un pays, on peut postuler à d'autres postes. Et aussi, il y a un programme qui est en train de se développer, n'est pas présent dans tous les pays, que c'est les postes de volontaires des Nations Unies qui sont pour des réfugiés. Et une dernière question, est-ce qu'on doit passer par un poste local pour devenir international? Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. On peut avoir des postes nationaux dans sa carrière ou passer directement à l'international, être international et passer à un poste national. Donc, comme je dis avant, il n'y a pas de parcours qui est obligé. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons maintenant à la fin du webinaire. Comme je l'ai précisé dans le chat, toutes les personnes, non seulement qui ont participé, mais qui se sont inscrites, vont recevoir ce webinaire qui a été enregistré. Donc, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation et vous souhaitons bon courage pour vos candidatures. Merci beaucoup aux participants et merci beaucoup à mes collègues pour leur temps et pour leur engagement, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci d'être venu.